deuxième partie de votre émission, le grand format. Comme invité de cette deuxième partie de l'émission, nous recevons pour vous un acteur de premier plan du mouvement démocratique au Mali, un homme réputé pour son franc-parler et ses prises de position souvent très courageuses. Notre invité, le président du SNID, Maître Mountaga Tall. Maître, bonsoir. Bonsoir à vous, merci. Bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci. Et merci pour votre invitation. C'est partagé, merci de répondre à notre invitation. Première question, quel est votre état d'esprit dans ce pays un peu agité, souvent troublé? Je reste d'un optimisme immodéré pour le Mali. Je sais que nous avons touché le fond, mais vous savez, quand on touche le fond, on remonte toujours. Mais avant, permettez-moi de dire encore une fois, ceux que vous écoutez, ceux qui nous regardent, bonsoir. Oui, ce plateau est pour vous, c'est pour les hommes politiques, pour que chacun vienne donner sa part de vérité. Est-ce que vous pouvez nous donner l'engagement et fermement que vous serez là de temps en temps pour parler des sujets d'intérêt national sur ce plateau? Vous savez, je me suis beaucoup battu pour la presse. Pourquoi d'ailleurs, depuis 21 ans, chaque année, je vous présente mes vœux, un espace d'échange pour savoir vos problèmes. Et bien évidemment, quand on se bat pour la presse, on répond aux invitations. D'autant que c'est important pour moi de faire partager aux Maliennes et aux Maliens ce que je crois, ce que je souhaite pour notre pays. Donc, notez l'engagement chaque fois que vous m'inviterez et chaque fois que cela serait compatible avec mes engagements antérieurs avec mon programme, je serai avec vous, avec vos auditrices et auditeurs. Maître Mountaga Tall, dernière question là-dessus. On dit de vous que vous êtes un homme de conviction, un combattant devant l'Éternel. C'est quoi votre secret? Vous savez, je suis rentré en politique parce que j'ai vu mon pays dans une situation que je ne pouvais ni accepter ni tolérer. Je n'avais aucune raison en ce moment d'en être, aucune raison personnelle, je voudrais dire. Nous avons appelé les Maliens à nous soutenir pour instaurer la démocratie. Ils ont répondu à notre invitation. Dieu merci, nous sommes aujourd'hui en démocratie, qui demeure le meilleur des systèmes. Mais beaucoup d'acteurs de cette démocratie l'ont dévoyée, pour ne pas dire l'ont détruit. Je pense que ceux qui, comme moi, se sont battus pour instaurer cette démocratie, n'ont pas le droit de tourner le dos et de laisser le Mali dans cette situation. Donc nous allons nous battre pour rectifier, corriger ce qui est rectifié et à corriger, approfondir ce qui mérite d'être approfondi. Et en ce moment, c'est la loi de la nature. Le relais sera pris par d'autres générations, pour le bien du Mali. Le relais sera pris par d'autres générations. Maître Mountaga Tall, tout dernièrement, vous avez porté plainte devant la Cour constitutionnelle pour l'annulation des élections législatives. Est-ce qu'on peut connaître vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à saisir la Cour constitutionnelle? Nous venons de parler du Mali, mon engagement pour le Mali. Et ce n'est pas une lapalissade que de dire que ce Mali, non seulement c'est notre bien commun, mais personne n'a deux Mali, deux nationalités, deux passeports peut-être, mais un seul Mali. Nous devons donc veiller sur ce Mali et chacun doit apporter ce qu'il peut, surtout quand on les voit en difficulté. Je suis fermement convaincu que l'élection législative qui est programmée est chrysogène. Cette élection ne pourrait qu'aggraver la crise dans laquelle nous nous retrouvons depuis un certain nombre d'années. Mon rôle, c'est apporter ma part pour que nous ne creusions pas les trous dans lesquels nous sommes et pour voir comment nous pouvons en sortir. Puisqu'il ne s'agit pas d'un match de catch ou de lutte traditionnelle, il faut choisir les voies légales. Et la voie légale pour moi, c'était de saisir la justice avec des arguments de droit, mais uniquement de droit. Mais avant, le parti Sénit Fassori Ouattara, que j'ai l'honneur de présider, a publié une déclaration sur le contexte dans lequel se passe cette élection. Nous avons relevé au moins 3 points qui nous créent énormément de problèmes. Le premier de ces points,
d'ailleurs qui rejoint un peu les raisons pour lesquelles nous attaquons ce texte au niveau de la justice, mais là je reviendrai plus en détail, c'est que l'élection législative doit se faire sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas la séquencer. Lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, et pour ce qui concerne l'élection communale, on peut attendre de résoudre les difficultés pour l'organiser dans les localités où ce n'était pas possible. Mais pour l'élection présidentielle et pour l'élection législative, où on l'organise sur l'ensemble du territoire national, ou on ne l'organise pas. Et là-dessus, même l'intégrité territoriale en cause, il ne faut pas dépasser cela, n'est pas une raison. En ce moment, on sursoit. Alors, pour moi, savoir qu'il y a des localités qui ont droit à des députés, refuser d'organiser des élections dans de telles localités, c'est rompre l'égalité des citoyens devant la République. Cela crée nécessairement des frustrations qui posent des problèmes, parce qu'on peut se demander si on appartient à l'ensemble national. Et tout cela ne peut que contribuer à fragiliser davantage notre tissu social suffisamment effiloché. Une deuxième raison, c'est que je ne souhaite pas que notre pays puisse connaître une nouvelle crise électorale après l'élection présidentielle. La crise post-électorale présidentielle a été résorbée, entre autres raisons, par l'engagement du gouvernement du Mali de ne plus organiser d'élections au Mali avant de relire les textes régissant les élections qui sont aujourd'hui incitatifs et permissifs pour la fraude. Cet engagement du gouvernement a été publiquement annoncé au moment de la prorogation du mandat de l'Assemblée nationale et réitéré devant la communauté internationale lorsque la CEDEAO a envoyé une mission au Mali dans le cadre de la crise dont je parle. Alors, vouloir organiser les élections de cette façon, avec les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, je me dis, qu'est-ce que demain va donner? D'autant que c'est la CENI elle-même qui a annoncé hier qu'il y a 400 000 inscrits sur ces listes qui sont aujourd'hui morts. Les nouveaux majeurs ne sont pas sur ces listes. Attention, donc. Troisième raison, c'est l'insécurité qui s'est très fortement aggravée ces derniers temps. Figurez-vous que du 1er janvier à aujourd'hui, on a dénombré plus de 200 morts. Pour les dialogues nationaux inclusifs, 100 communes n'ont pu participer. Quand on regarde aujourd'hui, les écoles sont fermées, les centres de santé sont fermés, les tribunaux sont fermés, les préfets sont partis, même les camps militaires se regroupent pour faire face à cette insécurité. Est-ce que c'est vraiment le moment de s'attaquer à tout cela? Alors, quand nous avons fait cette analyse, on dit comment peut-on contribuer? En demandant à la justice d'acter, non pas ce que je viens de dire, qui sont des considérations politiques, mais de regarder et de considérer que la convocation du collège électoral est tout à fait illégale. Que ce décret s'est permis de convoquer l'élection législative dans un certain nombre de circonscriptions électorales, 55, alors même que désormais, ce chiffre est de 60. Donc nous demandons à ce qu'on traite les Maliens d'égale façon, à ce que la loi soit respectée. Parce que vous savez, le rempart pour tous, pour les gouvernants comme pour les gouvernés, ce qui nous sauve et qui nous préserve tous, c'est la soumission à la loi. Et l'état de droit, c'est d'abord et surtout l'État qui se soumet au droit. Si se met à les violer, on ne sait pas où on va s'arrêter, parce que comme on dit, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites, Maître Muntagatal, mais vous avez fait cette plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle qui valide même les candidatures pour l'élection présidentielle, pour l'élection législative. Est-ce que ce n'est pas un message? Est-ce que vous pensez que c'est une façon de dire que votre requête est sans objet? Je n'ai pas bien compris la question, honnêtement.
Vous avez fait votre plainte pour l'annulation des législatives. Oui. Et la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la candidature, la validation des candidatures provisoires pour l'élection législative. Donc, dans ce contexte, est-ce qu'on ne peut pas tirer la conclusion pour dire que la Cour constitutionnelle ne considère pas votre plainte? Non. Figurez-vous que ma requête porte sur l'annulation de la convocation du collège électoral. Absolument pas sur les candidatures, comme a semblé le dire la Cour. Nous n'avons pas attaqué des candidatures, nous n'en attaquerons pas. D'ailleurs, depuis 30 ans, nous n'avons jamais attaqué une candidature. Nous pensons que le jeu politique, ce n'est pas sur tapis vert, c'est devant les électeurs. Mais alors, la Cour s'est permise de mettre dans notre requête des arguments qui n'ont jamais été, en disant que nous leur avons demandé, ou que nous leur avons demandé à la Cour, d'apprécier l'opportunité des élections. Ce n'est pas moi qui demanderai à une Cour d'apprécier l'opportunité des élections. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais. Mais vous savez pourquoi la Cour a fait ça? Non. Parce qu'elle ne peut pas répondre à un seul de mes arguments. Elle ne peut pas rejeter un seul de mes arguments. Parce que c'est un fait aujourd'hui que depuis 2012, il y a 8 ans, il y a 11 nouvelles circonscriptions électorales au Mali. Je les ai citées. J'ai cité les textes qui font obligation d'organiser les élections simultanément sur l'ensemble du territoire. J'ai cité les textes qui disent que là-dessus, aucune exception n'est possible. Mais alors, si la Cour doit dire le droit, elle ne peut que faire droit à ma requête. Alors, pour ne pas faire ça, passer par des faux fiants, mais je vais vous dire une chose. La Cour et moi, on n'en a pas terminé. C'est pas fini. C'est pas fini. Le s'en fout. On va observer, s'il y a des rebondissements, ça va faire de la matière pour nous les journalistes. Et quand je dis que ce n'est pas fini, je parle même sur le plan strictement judiciaire. Parce que la Cour a dit que c'est en l'état, qu'elle déclare ma requête irrécevable. Parce qu'elle devait se prononcer sur les candidatures. Maintenant qu'elle a fini de se prononcer sur les candidatures, il faut bien qu'elle se prononce sur ma requête. Absolument. D'accord. Et je reviendrai. Maître Muntagata, là, vous avez cheminé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, vous êtes un opposant au pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour ainsi dire, très peu de choses ont marché. Vous parlez d'un cheminement, il remonte loin, très loin. Mais avant le cheminement, il y a eu les confrontations. Vous savez, durant la période 1992, la première législature, j'étais le chef de l'opposition parlementaire. Mon parti avait le plus grand nombre de députés parmi les partis membres de l'opposition. Ibrahim Boubacar Keïta était le premier ministre du Mali. Là-dessus, on ne s'est pas fait beaucoup de cadeaux, politiquement parlant, 100 ans. J'ai eu à le déposer contre son gouvernement de motion de censure. Il me l'a rendu parfaitement bien. Je me suis retrouvé 3 fois en prison pour mes convictions. Ça n'y a rien changé. Et c'est quand il a perdu la présidence de l'ADEMA, qui était le parti au pouvoir, et qu'il a quitté la primature, qu'il nous a rejoints, nous, dans l'opposition. On l'a pas rejoint, il nous a rejoints. Oui, avec les Choguel et autres. Je vais dire, il nous a rejoints dans Espoir 2002. J'y étais avec Choguel, avec Alma Messina, avec d'autres. Et nous avons décidé de cheminer ensemble. C'est au cours de ce cheminement qu'en 2002, nous avons perdu l'élection présidentielle. Mais nous avons gagné l'élection législative. Certains d'entre nous sont allés au gouvernement, vous venez de citer Choguel, il y en a d'autres. Et nous sommes restés à l'Assemblée. Lui, Ibrahim Boubacar Keïta, en a été le président, moi le premier vice-président pendant tout le mandat qui a duré 5 années. Donc, entre un premier vice-président et le président de l'Assemblée, vous avez raison, il y a beaucoup de choses. Et puis après, nos chemins ont encore divergé pour des raisons, si vous avez le temps, j'en parlerai, ça ne me semble pas tout à fait utile pour le débat de ce soir. Puis, il a été élu président de la République.
Il m'a demandé de l'accompagner pour prendre en charge le ministère de l'enseignement supérieur. Mais cela faisait 25 ans que constamment sollicité, je ne suis jamais allé au gouvernement. Je suis resté à l'Assemblée comme député. Puis j'ai accepté. C'était peut-être le portefeuille le plus ingrat. Le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Quand je le quittais, j'ai fait un bilan disponible. Les Maliens pourront dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et puis après, j'ai pris l'économie numérique, nos chemins ont divergé. Quand il a voulu former le premier gouvernement, après mon départ du gouvernement, il m'a sollicité. Je ne pouvais plus revenir parce que je n'étais plus en accord avec la gestion du pays. Voilà où en sommes-nous avec nos relations. J'ajoute que sur le plan personnel, rien n'a changé. Vos relations sont excellentes. Nos relations personnelles restent ce qu'elles ont été dès l'abord. Je suis son cadet, il est mon aîné. Je lui dois ce titre, égard et respect. Il est le président de la République, par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dois égard et respect. Mais pour ce qui concerne sa gestion, le désaccord est total. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez déjà de sa gouvernance? Vous savez, on ne vient pas, en tout cas pour ce qui est mon cas, dans l'opposition par hasard. Aujourd'hui, on peut reprocher beaucoup de choses à cette gouvernance. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout est mauvais. Mais il y a un système en place aujourd'hui qui se caractérise essentiellement par l'indélicatesse dans la gestion des ressources publiques. La corruption qui a atteint un niveau jamais égalé dans la République. Le détournement de l'État public qui devient une règle, et je ne parle pas du train de vie de l'État. Il y a aussi l'absence de justice sociale, mais même de la distribution de la justice. On essaie aujourd'hui avec son pendant qui est l'impunité. Il y a la gestion économique et financière. J'estime que rarement les Maliens ont été aussi appauvris qu'aujourd'hui. Donc tout cela fait que sur le plan personnel, sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan éthique, j'ai eu à prendre mes distances avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, maintenant parlons de cette actualité. Hier, l'imam Mahmoud Dicko, que vous connaissez certainement, a lancé un ultimatum. Il dit, vendredi, je cite, « Le peuple malien prendra son destin en main ». Quel regard, quelle lecture portez-vous à cet ultimatum de l'imam Mahmoud Dicko? Si ultimatum il y a, bien sûr. L'imam Mahmoud Dicko est une personnalité qui compte sur la scène politique malienne. Sur la scène politique malienne? Sur la scène politique malienne, okay. Sur la scène sociale malienne, sur la scène religieuse malienne. C'est une personnalité de l'espace public malien qui compte. Okay. Il a appelé les Maliennes et les Maliens, il avait dit tout bord, à participer à son regroupement. Lui-même, quand on l'invite, il répond. Il faut le reconnaître et lui rendre cette justice. J'ai été invité, j'ai répondu. J'étais dans la salle. J'ai entendu, on pourrait dire, un ultimatum. Ce n'est pas moi qui emploierai ces termes. En tout cas, il a passé au crible la gestion actuelle du pays et il a souhaité que le pouvoir se ressaisisse et montre des signaux clairs avant vendredi prochain. Mais dans la suite, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il attend du pouvoir? Il ne me l'a pas dit. Nous n'avons pas eu de tête à tête, ni avant, ni après. J'ai entendu ce que vous avez entendu et j'observe comme vous observez. Le vendredi prochain, si vous êtes invité, vous allez marcher, vous allez répondre à son appel? Cela va dépendre du contexte. Ce que j'ai eu à dire, chaque fois qu'il va s'agir de défendre les Maliennes et les Maliens, de défendre les libertés démocratiques, de défendre le pouvoir d'achat des Maliens, quand je suis appelé, je réponds présent.
Maître Montagatal, aujourd'hui, le centre s'embrase au niveau du CNIL. Est-ce que vous avez des solutions pour la gestion de la crise dans le centre du pays? Ce serait démagogique de dire qu'il y a des solutions prêtes à porter pour régler cette situation très complexe. Mais il y a quand même aussi un certain nombre de vérités. Vous savez, la mauvaise gouvernance, elle impacte tous les secteurs de la vie nationale. Et ce qui se passe aujourd'hui au centre s'aggrave du fait de la mauvaise gouvernance. De la mauvaise gouvernance économique et financière, on en a parlé, mais même de la mauvaise gouvernance des hommes, de l'approche. Observons ce qui s'est passé depuis quelque temps, le cas par exemple de Ogosago. Un village attaqué, 160 morts. Le président se déplace en personne, ce qui est une excellente chose. Pour dire, je ne vais plus voir ça. Moins d'un an après, le même village est attaqué, avec le même mode opératoire, et on compte entre les morts et les disparus environ 70 personnes. Mais on ne peut pas s'interroger sur ce qui peut conduire à cela. Mais ma crainte la plus forte, c'est qu'un conflit qui à l'origine n'avait rien technique. Parce qu'au Mali, quoi qu'on dise, nous sommes une vieille nation. Et il y a certaines ethnies qui sont plus imbriquées que d'autres. C'est le cas des ethnies Dogono et Peul. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au centre, quand on voit ces multiples missions que l'on envoie sur le terrain, qui vont saupoudrer et qui n'apportent aucune solution de fond, si ce n'est des solutions cosmétiques et médiatiques, sans toucher le fond du problème, ce qui fait que dès qu'ils tournent le dos, les problèmes reviennent. La question du centre aujourd'hui, on ne va pas la régler avec les ultimatums. C'est avec tous les mécanismes de conciliation sérieuses, avec les émissaires qu'il faut, avec les interlocuteurs les plus propices, qu'il faut faire un travail. Hors micro, hors caméra, avec un seul objectif, ramener la paix et la sécurité. Et pour amener la sécurité, il faut des forces de défense et de sécurité correctement équipées. Et pour bien les équiper, il ne faut pas détourner les fonds qui sont dédiés à leur équipe. Oui, parlons justement de cette armée, cette armée équipée, on peut en parler. L'armée reconstituée à Kidal, on a vu, ce sont des militaires qui sont escortés. Est-ce que c'est un bon signe à Kidal pour entrer à Kidal? Vous avez vu le message? Vous avez vu l'image? Est-ce qu'elle est un peu caricaturale tout ça, des militaires escortés? Ça pourra faire un excellent film. Mais pour l'heure, ce que je puis dire, c'est que les forces armées maliennes, on les appelle les FAMA. Non pas qu'ils sont fils des riches, mais c'est un peu l'acronyme. Forces armées maliennes FAMA. Les forces qui sont rentrées à Kidal, on les appelle l'armée malienne reconstituée. J'ai demandé, et je continue à demander, c'est quoi la différence entre les FAMA et l'armée malienne reconstituée? Parce qu'on dit que c'est l'armée malienne qui est rentrée à Kidal. Un responsable public qui dit que tout le Mali retient son souffle, l'armée est à Kidal. Bon, chacun a son point d'intérêt, contrôle plus de la façon qu'il peut. Il n'a pas utilisé l'armée reconstituée, il a dit l'armée à Kidal. Bon, vous savez, je ne souhaite pas avoir une polémique particulière avec une personne nommée, parce que chacun sait de qui vous parlez. Ce que je voudrais dire, c'est que l'appellation exacte, c'est l'armée malienne reconstituée, c'est ce que nous entendons. Pour moi, on a systématiquement et méthodiquement détruit notre armée depuis de nombreuses années déjà. Ça a commencé par quoi? La crainte injustifiée d'une armée forte a amené quelquefois nos pouvoirs à démanteler l'outil militaire. C'était irraisonné, c'était grave.
Ensuite, on s'est abstenu de les reconstituer quand il a fallu les faire. Puis, on s'est mis à politiser l'armée, à y recruter des militants politiques, comme si l'armée pouvait être un facteur de résorption de chômage ou d'ajustement de chômage. L'armée ne peut pas être cela. Pour ma part, ensuite, et c'était le dernier acte, on s'est mis à détourner les fonds dédiés à nos forces de défense et de sécurité. Tout cela a mis notre armée dans l'état dans lequel on l'a vu récemment. Alhamdoulilah, il y a une montée en puissance progressive qui pouvait être meilleure si un certain nombre de conditions étaient réunies et respectées. Mais à ce que je sache, une armée, c'est des règles quasi universelles et immuables. Pour ce qui nous concerne au Mali, moi, ce que je sais d'une armée, c'est qu'au mois de recruter, on pose 3 questions, pas 4. Es-tu malien? Oui, donc tu peux être enrôlé dans l'armée malienne. As-tu la constitution physique? Il y a des gens qui sont là pour le constater. Il y a beaucoup de preuves. Et puis, es-tu décidé à te battre et à mourir pour le Mali? Si ces 3 conditions sont réunies, on peut venir dans l'armée. Mais quand on y est, il faut se soumettre à l'ensemble des règles de formation, mais aussi aux règles de discipline. Alors, l'armée que j'ai vue à Kidal, je voudrais vraiment me tromper avant de tirer ma conclusion. Elle repose sur d'autres facteurs. Un tiers des forces armées maliennes, un tiers de la CEMA, un tiers de la plateforme. Cela conduit à quoi? À une armée ethnicisée et à une armée régionalisée. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur. Je ne suis pas certain si on n'est pas en train de liquider définitivement nos forces de défense et de sécurité. Mais je vais vous dire une chose. Si ce n'est pas si bien qu'on peut associer des choses, ramener la paix, tout en maintenant nos armées dans leur capacité opérationnelle, je n'aurais pas grand-chose à dire, mais j'ai des doutes sérieux. Ok. Vous avez des doutes sérieux. Au Mali, le contexte, c'est aussi le terrorisme. Tout dernièrement, le président Ibrahim Boubacar Keïta dit qu'il entend bien négocier avec Iyad Ghali et Amadou Koufa. Est-ce que pour vous, ça peut changer la donne sécuritaire? Voilà un sujet par excellence sur lequel il faut éviter toute forme d'improvisation et d'amateurisme. Improvisation et amateurisme signifie quoi? Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit dans Jeune Afrique, une rivière ou un fleuve de sang me sépare d'Amadou Koufa et de Iyad Ghali. Puis après, ou même un peu avant, on interroge son ministre des Affaires étrangères qui dit, moi quand j'étais opposant, je voulais cette négociation, maintenant que je suis au gouvernement, je suis la ligne du gouvernement, je n'en parle plus, je n'en veux plus. Puis on voit l'affaire Maître Hassan Bari, on se rend compte que le gouvernement l'a mis quand même en mission pour aller voir Amadou Koufa. Puis vient le haut représentant du président de la République qui dit, moi j'ai envoyé des émissaires différents de Maître Bari, mais j'attends des réponses. Puis le ministre des Affaires étrangères sort pour dire ce qu'il a dit n'engage que lui, d'ailleurs n'a pas pris mon avis. Et le président vient pour recadrer tout le monde et pour se dédire, oui, on va négocier parce que le dialogue national inclusif a voulu qu'il en soit ainsi. Quand il disait qu'il ne négociait pas, le débat sur la concorde nationale, je ne me rappelle plus l'intitulé exact. Oui, le dialogue national inclusif. Non, bien avant, bien avant. Oui, l'entente nationale. Voilà, avait déjà demandé la même chose, mais on ne l'avait pas fait. Pourquoi je rappelle cela? C'est que ce genre de décision ne se prend pas à la légère. Elle se prend avec mûre réflexion, avec les personnes les plus concernées, autour du président de la République, et on définit une doctrine claire et nette. Alors, si cette doctrine est adoptée, il faudrait qu'elle ait un certain nombre de composantes. Un, quand on négocie, parce qu'on ne négocie pas le couteau sur la gorge, on essaie quand même d'inverser un peu le rapport de force pour aller à une négociation de cette nature.
il ne faudrait pas refaire l'affaire d'Alger. Qui va négocier? Avec quel élément de langage? Sur quoi négocier? Que pour nous concéder? Que pour nous offrir? Que pour nous accepter? Voilà un certain nombre de choses qui, à mon avis... Quoi négocier? Parce que c'est important à ce niveau, parce que il y a des Koufa disent pour négocier avec eux, le Mali doit renoncer à la forme républicaine de l'État, à la laïcité de l'État, et le départ des forces étrangères. Donc voici les conditions qui sont posées. Il faut, dans les éléments de langage et dans la démarche, tracer ce qu'on peut appeler des lignes rouges, faire des propositions alternatives si tant est qu'on est prêt à aller à ces négociations et travailler à obtenir la paix sans vendre son âme et sans vider la République et la démocratie de sa substance. Mais aussi, il ne faut pas y aller avec des épouvantails. Parce qu'il y en a quand même des épouvantails. Donc, il faut se préparer en un mot. Ce n'est pas l'improvisation, ce n'est pas l'amateurisme, ce n'est pas la préparation, ce n'est pas aussi le rejet d'un revers de main. Ok, parlons maintenant, puisque question d'actualité, hein, il y avait une bruit entre Bamako et Paris. L'ambassadeur, le désormais ex-ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, qui a tenu des propos un peu controversés, si je peux m'exprimer ainsi, sur les militaires français à Bamako. Donc, quel est votre regard justement sur cette bruit diplomatique? Est-ce que l'ambassadeur sur ce coup a été excellent? Est-ce que vous avez suivi? J'ai suivi, bien évidemment. Oui. Vous savez, cette affaire n'a pas fini de livrer ses secrets. Toumani Djimé Diallo n'est pas n'importe qui. Il n'est pas né de la dernière pluie. Et je pense que sa compétence en aucun cas ne peut être mise en cause. Je l'ai vu quand il était à la primature et quand le Premier ministre de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta et moi-même, on se faisait peu de cadeaux. Je l'ai vu directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Je l'ai vu ambassadeur au Maroc, en Allemagne, avant de venir à Paris. Mais avant, il a été secrétaire général de la présidence de la République. Il a été directeur de cabinet du président de la République. Et il a été secrétaire aux relations internationales du parti RPM. Il était un brillant journaliste, un des plus brillants de votre corporation. Je n'imagine pas ce monsieur venir s'asseoir pour passer à côté de toutes les règles de la diplomatie, sans bonne raison. Sans bonne raison. Mais je me dis honnêtement, à l'écouter, qu'il fallait dire peut-être autre chose en un autre lieu, mais attendons de voir cette affaire livrer tous ses secrets. Et puis, il y a eu cette précipitation pour éteindre l'incendie. Pour désamorcer la bombe, hein? On dit que le président Ibeka a instruit à son ministre des Affaires étrangères d'aller rapidement. Il y a même remis une lettre pour calmer le jeu. Le jeu était calmé avant qu'il ne parte. Parce que les deux chefs d'État avaient déjà réglé pas mal de choses entre eux. Il est important que le Mali n'ait de bruit diplomatique avec aucun de ses partenaires, à plus forte raison avec un partenaire aussi important pour le Mali que la France. Je salue la promptitude avec laquelle on a éteint l'incendie, mais le faisant, j'espère qu'on a préservé la dignité de l'ambassadeur et la dignité du Mali. Oui, l'avenir de l'ambassadeur, ça, on va en parler certainement. L'avenir n'est pas... Est-ce qu'au moment où il faisait cette déclaration, est-ce qu'il était en train d'imaginer que quelques heures après, il allait perdre son poste, puisque vous connaissez l'homme? Comment voulez-vous que je... Il commence, il dit, je n'ai pas la langue de bois. Dans sa tête. Je ne peux pas savoir, mais je sais que ces liens avec le président de la République sont des liens extrêmement forts. Et puis, vous l'avez dit aussi, brillant éditorialiste. Brillant, éditorialiste très célèbre en parlant d'Ibrahim Boubacar Keïta, tristouné Premier ministre de troisième choix. C'est aussi sa signature.
Je l'ai vu signer plus que ça. N'oubliez pas qu'il fut directeur des publications du Démocrate et de la Nation. Peut-être qu'à l'époque, vous ne lisez pas toute la presse compte tenu de beaucoup de raisons qui peuvent être liées à la nature, à votre âge. Mais il a été directeur du Démocrate et de la Nation. Et je vous dis, c'est une excellente plume et un excellent analyste. Un excellent analyste. Donc parlons maintenant de Barkhane. Barkhane et la lutte contre le terrorisme. Est-ce que pour vous, vous pensez que depuis Pau, que les lignes ont bougé? Est-ce que de part et d'autre, il y a eu clarification? Il est à souhaiter que les forces internationales qui sont au Mali soient à la hauteur des attentes des Maliens. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait ce regain d'efficacité avant Pau. Mais si ça intervient après Pau, on ne peut que saluer. Vous savez, beaucoup parmi nos compatriotes disent qu'il faut que ces forces internationales partent. J'ai toujours dit que pour moi, c'est un faux débat. Elles partiront. Soit à la demande du Mali, soit à la demande de leur pays, soit quand les deux demanderont, parce qu'on ne peut pas envoyer des troupes ad vitam aeternam dans un pays qui se respecte, ne va pas déléguer tout le temps sa défense. Il va falloir arriver à un moment où on l'assume. Mais pour cela, il faut travailler. Il faut travailler à faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité puissent combler tous les trous que laisseraient ces forces internationales. Il faut qu'on travaille donc à renforcer les effectifs, à améliorer nos capacités opérationnelles, à mieux gérer au plan financier et au plan humain notre armée. Et en ce moment, le problème cessera de se poser. Donc pour vous, ça va? Les lignes bougent désormais? Parce que depuis Pau, on assiste pratiquement... Il y a eu un peu d'accalmie. Oui, hein, j'ai commencé par vous dire qu'on aurait pu atteindre ce plus de résultats avant Pau. Mais que si c'est après Pau que ça intervient, je ne peux que saluer. Ce sont nos partenaires aujourd'hui dans beaucoup de domaines, y compris dans celui que je viens d'indiquer, la formation et la montée en puissance de notre armée. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ni les pays qui nous appuient, ni nous-mêmes n'avons intérêt à ce que cela se passe ad vitam aeternam. Ok. Maître Muntagatal, aujourd'hui, on a parlé de gouvernance IBK, la lutte contre la corruption. À un moment, on avait vu certaines actions un peu timides hein, pour des détournements de deniers publics. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la lutte, l'élan s'estompe un peu? Mais vous savez, on a pensé que des hommes de bonne foi, décidés, auraient pu changer la nature des choses. Non. Le problème est dans le système. Le verre est dans les fruits. C'est systémique. Ou on change de système, ou les hommes qui sont à l'intérieur du système essaieront de changer, vont soit être broyés par le système, soit quitteront le système, soit laisseront leur réputation dans le système. Parce qu'un seul homme, une seule bonne volonté, ou deux ou trois, dans le système, ne peuvent rien changer. Oui. On avait même vu... Qui douterait aujourd'hui de la bonne foi, de la bonne volonté de certains membres de ce gouvernement? Mais personne. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils travaillent dans un ensemble. Pour vous, il y a un problème de casting? Ou bien ce n'est pas seulement le problème de casting, c'est un problème... Est-ce qu'on peut parler de problème de casting dans un pays qui, en 5 ans, a connu 6 premiers ministres, 6 ministres de la Défense, 6 ministres de la Justice, 6 ministres de l'administration territoriale en période de guerre? Le casting, on n'en parle plus. Maintenant, on est dans les errements. J'avais dit un moment dans un tweet, j'ai dit, on est dans les laisse-guidons. Des jeunes gens m'ont dit, mais tonton, laisse-guidon, c'est quoi? Quand je leur explique, ils disent, non, nous, on dit deux laisses. Voilà. C'est vrai. On est donc dans les deux laisses. On se rappelle, on disait deux laisses. Ouais. Voilà. Nous, on disait laisse-guidon. Quand on laisse pratiquement les guidons, voilà, c'est vrai. Donc, maître, est-ce qu'il faut l'avenir, est-ce que l'avenir est possible? Est-ce que l'avenir est possible? Est-ce que l'espoir est permis de voir un Mali qui rayonne, un Mali où la gouvernance est vertueuse? Est-ce qu'on doit désespérer? Moi, je crois au Mali. Je crois aux Maliens.
cela n'occulte pas les difficultés que nous avons aujourd'hui. Mais je sais que la tâche est titanesque. Parce que la crise, on parle de la crise politique, mais elle dépasse aujourd'hui la crise politique. Elle est sociale. Donnez-moi un compartiment au Mali où les comportements peuvent être salués. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Mais il y a pire. Quand pendant des décennies, on a formé des diplômés au rabais, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Votre studio, s'il est défaillant, vous les refaites. Ce n'est pas compliqué. Si vous construisez une route qui n'est pas bonne, ce qui arrive tous les jours au Mali, hivernage après hivernage, on met des pansements et du mercurochrome pour que les gens puissent circuler avant le prochain hivernage. On est en train de les faire partout où on avait dit qu'on allait refaire les routes. Personne n'est dupe. Tout cela, on peut le reprendre. Mais quand vous avez des ressources humaines mal formées, qui sont appelées à exercer les responsabilités dans un monde de concurrence, vous imaginez la nature du défi? On peut considérer que ça, c'est le plus grave, mais je considère qu'il y a autre chose. C'est la crise éthique et morale, où on applaudit ceux qui se font une place ou ceux qui ont des comportements inacceptables en bonne société et qui finissent par ne pas gêner. On regarde ce qu'ils sont sans jamais se demander comment ils ont fait pour y arriver. Il faudrait travailler sur tout cela. Vous avez vu toutes ces migrations politiques qui ne semblent pas beaucoup gêner. Tout ce qui va avec, dit, la tâche est titanesque. Mais si je devrais en désespérer, écoutez, je vais arrêter d'être un acteur public. J'y suis parce que je crois, je vois les difficultés et je pense qu'on n'a pas le droit, surtout nous, qui nous sommes battus pour instaurer la démocratie de ce pays, à tourner les doigts, à laisser le Mali dans cet état. Je reviens à la déclaration de Mamadou Dicko. Vendredi, le peuple malien prendra son destin en main. Est-ce qu'il faut prendre ce discours-là au sérieux? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que vous dites que le pays est en crise sociale, crise de l'éthique, crise de la morale, crise de la morale publique, tout ça. Oui. Donc maintenant, lui, il parle même de crise de gouvernance, Mamadou Dicko. Il dit que le peuple prendra son destin en main. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux en tant qu'observateur averti de la scène politique malienne? Je vous ai répondu, je vous dis que je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que l'assertion est vraie. Les Maliens doivent prendre leur destin en main. On ne peut pas être une nation et se laisser mener par d'autres nations. Il faut sans doute collaborer, il faut sans doute mettre des passerelles pour que la diplomatie, le plan diplomatique, le plan politique, le plan économique et financier, il y ait une coopération. D'abord sous-régionale, puis régionale, puis africaine, puis internationale. Mais il faut se prendre en main. Est-ce que si le pouvoir vous fait encore appel pour servir, est-ce que vous seriez prêt à partir, à servir encore le pays sous ce magistère? Mais vous savez, venir chez vous, dire ce que je suis en train de dire, je pense être au service du Mali. J'aurais été plus à l'aise avec mes petits-enfants, en les couchant, en les dorlotant, en les racontant les îles qu'on ne raconte plus. Mais si je viens chez vous à pareille heure, c'est que je suis en train, encore une fois, de me battre pour le Mali. Et cette bataille, aussi longtemps que ma force le permettrait et que Dieu m'en donnera longue vie, j'en serai. Maître Muntagatal, vous avez pratiqué le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est un ami de longue date, vous l'avez dit vous-même. Quelle qualité gardez-vous de l'homme? Humain. Sur le plan humain, on a peu de choses à lui reprocher. Sur le plan politique, c'est très compliqué. Maître Muntagatal, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce que vous rêvez, en vous regardant souvent le matin dans le miroir, est-ce que vous rêvez d'un destin présidentiel? Mais écoutez... C'est vrai, vous êtes président de parti, mais est-ce que vous rêvez... Pas seulement président de parti. Je suis convaincu qu'en 1992, si on ne m'avait pas délesté de ma victoire, les choses... Ils sont nombreux, ces Maliens, qui disent que vous n'avez jamais pardonné cela. Que vous pensiez à l'époque que vous étiez déjà fait pour être le président du Mali. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas rancunier. Mais ça va même plus loin. Pourtant, d'autres disent que vous n'avez jamais oublié cela. Que c'est devenu que vous avez une mémoire d'éléphant.
ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas rancunier. Vous savez ce qui est arrivé en 1992. Peut-être fait mal, mais on a fait pire en 2018. Quand on se dit, on distribue les points comme on veut, on va rien donner à telle personne, on va faire en sorte que tel ou tel le dévance pour les détruire définitivement. Les détruire définitivement, programmer, planifier et le faire. Dieu merci. Il est toujours vivant. Je suis là, ça ne dépend pas d'un scrutin bâclé. Beaucoup qu'on a mis devant aujourd'hui sont partis. Ils sont restés le temps d'une rose qui s'est fanée. Pourquoi je dis il faut faire attention aux choses, quoi, parce que les hommes politiques, surtout ceux qui vont au gouvernement, il y a ceux qui ont une carrière avant le gouvernement, il y a ceux dont le gouvernement fait la carrière et qui s'arrêtent après la mission gouvernementale. Donc, il n'y a pas de rancune. Est-ce que je pense à un destin? J'ai été déjà plusieurs fois candidat. Donc, Dieu seul sait ce que de mes réserves, je sais une chose. Président ou pas, j'ai des idées pour le Mali. Je pense avoir certaines solutions pour le Mali et j'ai un engagement aussi ferme en 2020 comme en 1990. Mais ce qu'ils disent, sont nombreux aussi qui disent que vous êtes le porte. Chaque fois, c'est vous le porte-étendard, alors qu'il y a aussi d'autres jeunes qu'il faut souvent faire émerger et que jusque-là, c'est toujours le visage de Maître Muntagha Tall. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je vais leur dire deux choses. La politique et la carrière politique, ce n'est pas que c'est pas à tour de rôle. Et moi, quand je m'engageais, je n'ai demandé à personne l'autorisation de m'engager. Je n'ai dit à personne, cède-moi ta place. Ces jeunes, moi, je les encourage plus que beaucoup de chefs de partis politiques. Je ne peux pas dire tout, je dis beaucoup de chefs de partis politiques. Vous savez, sur 5 législatures, notre parti a fait élire à 2 reprises, un total de 4, les plus jeunes maires du Mali et les plus jeunes députés du Mali, dans les 2 chambres à 2 reprises. Ce n'est pas indifférent. À ce jour encore, je pense qu'au niveau du gouvernement, nous avons fait nommer le plus jeune chef de cabinet dans un ministère. Oui. Quand nous touchons l'aide publique à l'État, nous commençons par affecter aux jeunes et aux femmes une quote-part. Alors, que ceux qui disent cela aillent introduire les militants du CENID. Tu peux être en dehors du CENID et vouloir imposer des règles au CENID. C'est un peu compliqué. Mais cela dit, oui, la relève générationnelle se fera. Oui. Mais elle ne se décrète pas. Okay. Vous avez dit que vous n'avez demandé l'autorisation de personne, hein, mais est-ce que vous avez demandé les bénédictions? Les bénédictions, c'est que vous venez d'une grande famille, hein, famille maraboutique, El Hadj Omar Tall, certainement que vous aurez dû demander ces bénédictions. Et de loin, il vous entendra. Jamais, au grand jamais, je n'irai contre la parole, la volonté de mes parents, de ceux qui m'ont donné la vie, qui m'ont entretenu. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Mon père a été rappelé à Dieu avant ces événements, mais il y avait le chef de notre famille, le pater familialiste, Thierno Madani Tall, que tous vous connaissent, et les gens de Ségou savent un certain nombre de choses par rapport à ces questions. Quant à ma maman, que Dieu m'a retiré il y a moins de 10 ans, je remercie le bon Dieu. Ceux qui me connaissent savent les relations qui étaient les nôtres. Maître Muntagha Tall, la dernière question, vous aviez rendre un hommage à votre fille qui est devenue, je ne sais pas, notaire ou avocate sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parole d'un papa à sa fille, hein, ce n'est pas tous les jours. Ma fille, je n'ai pas accepté qu'elle fasse sa formation d'avocate à Bamako. Quoi qu'elle aurait pu faire, on aurait dit,
son père l'a pistonné. Elle a fait son stage ailleurs, dans les meilleurs cabinets et banques françaises, dont les cabinets Gide. Les avocats savent de quoi il s'agit. On n'entre pas au cabinet Gide par hasard. Elle a fait un passage là-bas. À la Société Générale, elle a fait un passage là-bas et dans d'autres endroits. Puis elle est revenue. Après avoir ouvert son cabinet là-bas, on lui a dit, fais un stage. Je lui ai dit, non, on va attaquer la justice. Elle a dit, non, papa. Tu n'as jamais voulu qu'on dise que je suis rentré au barreau parce que tu l'as voulu. J'ai dit oui. Il dit, mais si on fait ce procès, on va le gagner. Mais si on les gagne, on va dire que tu es encore là derrière moi. Je préfère faire ce stage et en sortir. Le jour où elle finissait, ceux avec qui elle faisait lui ont fait l'honneur de porter leurs paroles. Elle l'a fait. J'étais dans la salle. C'était la première et unique fois où j'ai mis en ligne quelque chose qui concerne, mais ce n'était pas ma fille. C'était une avocate qui était là. Elle gère aujourd'hui mon cabinet, Dieu merci. C'était une concert. J'ai posé la question de savoir si c'est ma fille ou si c'est ma consoeur. À chacun sa réponse. Comme elle est aussi taquine, elle voit mes amis au barreau, elle vient leur dire bonjour tonton confrère et imagine la réponse qu'il leur donne. C'est sa mère qui prend les coups, malheureusement. Merci Maître Muntagata. Là, si vous avez un dernier mot à l'endroit du public, à l'endroit des Maliens qui nous regardent en ce moment sur Renouveau Télévision, c'est quoi le message? Deux choses. Je leur dis en début, je le répète, le seul bien que nous avons tous en commun, c'est le Mali. Prenons-en soin, que chacun apporte sa part. Deuxième chose, c'est ma culture, c'est mon origine. Priez, priez, priez pour la paix et la cohésion dans notre pays. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie aussi pour être venu sur ce plateau débattre avec nous des questions d'intérêt national. Maître Muntagata, merci. Et, mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme de Renouveau Télévision. Bye bye et à dimanche prochain pour un autre numéro de l'émission Le Grand Format.